Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir ensemble l'intégralité du backtest de l'année 2025 avec la stratégie que j'ai présentée dans ma dernière vidéo YouTube. Il est donc impératif que tu aies d'abord visionné cette vidéo avant de continuer avec celle d'aujourd'hui. Maintenant, je pars du principe que tu as bien visionné la vidéo et que tu connais donc la stratégie et on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors l'intérêt de cette vidéo, au-delà de simplement venir vous présenter les résultats mois par mois de l'année 2025, c'est vraiment d'aller chercher une optimisation. Avec cette stratégie, on a assez peu de variables sur lesquelles on va pouvoir venir optimiser au maximum. On va avoir les heures, regarder la différence entre les buy et les sell, et est-ce que par exemple ajouter un break-even serait bénéfique ou non avec cette stratégie. Allez, dans un premier temps, on va commencer par s'intéresser à l'élément principal, à savoir les résultats en eux-mêmes, de manière brute, sans optimisation. Et ce qu'on remarque au premier coup d'œil, c'est que sur l'année 2025, de janvier jusqu'à septembre, je n'ai eu aucun mois en négatif. Je l'avais introduit dans la vidéo de la stratégie et je n'ai évidemment pas menti là-dessus. Si on regarde un peu plus en détail, j'ai eu 137 trades pour 49% de profit et 45,26% de win rate. Un élément qui me plaît avec cette stratégie, c'est que, encore une fois, au premier coup d'œil, si je suis assez attentif, je remarque que chaque mois, j'ai un nombre de trades qui est très stable. Entre 15 et 17 trades, on va tourner environ à 16-17 trades chaque mois. Alors le mois de septembre n'étant pas fini, j'ai backtest jusqu'au 19 septembre, il nous reste encore 2 semaines à backtest, mais si on ne prend pas en compte le mois de septembre qui n'est pas encore terminé, on voit que janvier 16, février 16, mars 18, avril 16, mai 17, etc. On voit que la stratégie est stable en nombre de trades et c'est un élément qui est hyper important parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une stratégie qui d'un mois à l'autre va complètement changer. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir 16 trades en janvier, 2 trades en février, 30 trades en mars, etc. La stabilité d'une stratégie, elle passe aussi par le nombre de trades qu'elle va pouvoir prendre chaque mois. Autre élément qui me plaît énormément, c'est la stabilité des résultats. On voit que les résultats sont très stables. Je n'ai pas de gros pics, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors effectivement, en avril et en août, on a eu 2 mois qui vont dépasser les 10%, mais je veux dire, si jamais je dois mettre les résultats sous forme de graphique, je vais avoir un graphique qui va être lisse. Je ne vais pas avoir un graphique avec des gros pics à la hausse, des gros pics à la baisse, un nouveau pic à la hausse pour reprendre à la baisse. On voit que là, c'est un graphique qui va être vraiment assez linéaire. Et je vais d'ailleurs le mettre, le graphique, et on va voir ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un graphique de base, hein. J'ai juste additionné chaque mois ensemble pour avoir cette courbe. Et ce qu'on peut voir, c'est ce que je vous disais. Déjà, on n'a eu aucun drawdown pour le moment. On verra après, hein. J'ai calculé évidemment le drawdown maximum. Mais là, si je regarde, j'ai pas eu de drawdown. C'est normal, on a commencé directement avec un mois en positif et on n'est jamais revenu en négatif par la suite. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette courbe, c'est encore une fois qu'elle est vraiment linéaire. Je n'ai pas de gros pics de croissance, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc ça, c'est un excellent point. Allez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les résultats qu'on a devant les yeux, puisqu'en fait, le plus gros du travail a déjà été fait. C'était venir backtest depuis le début de l'année. Et donc, on va être tenté maintenant de venir optimiser. Alors, on a déjà des excellents résultats. Je sais que certains vont être un peu réticents parce qu'ils ont l'habitude sur les réseaux de voir 50% de PNL fait en un mois. On reste sur une stratégie qui est très simple, qui prend moins de 2 heures par jour et qui peut en plus facilement être automatisée. Okay, c'est vraiment excellent comme résultat. Encore une fois, gardez à l'esprit que sur un compte, par exemple, financé à 100 000 euros, ça fait des résultats, je veux dire 50% de 100 000 euros, c'est 50 000 euros. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Okay, donc surtout, on ne tombe pas dans le piège des réseaux sociaux de se dire 50%, moi je l'ai fait en un mois. C'est bien, fais-les sur ton compte à 200 euros et laisse-moi prendre 50 000 euros sur le compte financé et après on fera les calculs à la fin de l'année. Bref, on va tenter d'optimiser. Donc le premier élément, moi, qui va m'intéresser, c'est assez classique, mais c'est juste regarder le rapport entre les achats et les ventes. Ce que je vois, c'est que j'ai 80 trades à l'achat, 57 trades en vente. J'ai presque 2 fois plus de profit sur les achats que les ventes, mais c'est facilement explicable par le fait qu'il y a encore une fois presque 25 trades en plus du côté achat. Niveau win rate, on a un meilleur win rate à l'achat, mais
Honnêtement, ici, ce que je voulais vraiment voir, c'est si on avait une différence significative. Ici, c'est clairement pas le cas. On est entre 43 et 46% de win rate. Rien d'alarmant. Deuxième élément d'optimisation, et c'est vraiment moi ce qui m'intéressait le plus, c'est venir voir en termes d'heures. À l'heure où on va prendre la position, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des heures qui sont vraiment non profitables? Est-ce que j'ai des heures qui sont au contraire beaucoup plus profitables et sur lesquelles je pourrais venir capitaliser? Pour ceux qui ont vu la même vidéo en fait que j'avais déjà fait sur une stratégie sur le gold, vous vous souvenez, on a retiré simplement une bougie 5 minutes et les résultats avaient été beaucoup plus intéressants. Donc là, ce que je remarque, c'est que il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ok, il n'y a pas de résultat vraiment très négatif. Moi, ce que je remarque, c'est juste que ici, j'ai -3 et -2. Et pourquoi est-ce que je vais retenir ces deux-là et pas tous ceux qui sont en négatif? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas tomber dans la suroptimisation. Il faut faire vraiment attention avec ça. C'est-à-dire que j'ai 137 trades. Donc, pour qu'un résultat soit vraiment prenable et optimisable, il faut que ça ait quand même une représentation dans l'échantillon qui est assez importante. Je ne vais pas ici venir retirer 11h45 juste par le fait que j'ai eu un trade négatif. Ok, alors que là, si je cumule les deux, ça me fait 11 trades sur 137 trades, donc on est presque à 10% de l'échantillon. C'est suffisant pour moi pour me dire, ok, 10h30, 10h35, j'ai pris 11 trades, j'ai fait 9 stop loss, seulement 2 TP. Intéressant. Et si je retirais ces 2 heures-là et que je regardais les résultats, eh bien c'est ce que j'ai fait juste après. J'ai donc fait un test avec 115h30, 110h30 et 10h35. D'ailleurs, je me suis trompé ici. 110h30 et 110h35. Et les résultats sont sans appel. On a augmenté le profit de 5%, on est passé de 49 à 54, on a réduit le nombre de trades de 11, encore une fois pour ceux qui ne savent pas, réduire le nombre de trades est une bonne chose. Alors évidemment, dans la limite du raisonnable, on ne veut pas prendre 10 trades par an non plus, mais plus on va réduire le nombre de trades, plus on va réduire les frais qui sont liés au broker. Le broker, comment il se rémunère? Avec le spread et avec les commissions. Moins on prend de position, moins on va donner de frais au broker. Et vous pouvez en croire mon expérience, quand on va commencer à trader sur des capitaux assez élevés, eh bien les spreads et les commissions vont venir s'additionner. Et quand vous allez voir à la fin de l'année combien de votre profit s'est venu grignoter, eh bien, vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant de diminuer le nombre de trades. Donc on diminue le nombre de trades, on augmente le profit et en plus on gagne 1,5, allez, on va 1,5, 1,6% de plus en termes de win rate. Donc là, si je récapitule, on a moins de trades, donc moins de commissions, moins de spread, donc moins de frais de broker de manière générale. On gagne 5% de profit et on gagne presque 2% de win rate. Donc là, pour moi, c'est jackpot. Clairement, je vais retirer 10h30 et 10h35. Maintenant, il y a un autre élément qui va vraiment m'intéresser, et j'en ai parlé rapidement il y a quelques minutes, c'est le drawdown. Si je regarde le drawdown de base, donc c'est-à-dire sans retirer 10h30 et 10h35, j'ai un drawdown max relatif à 6,85 et un drawdown max absolu à 9,15. Alors, quelle est la différence entre les deux et surtout comment ne pas se faire piéger quand quelqu'un vous dit bah moi j'ai un drawdown qui est très faible. En fait, le drawdown max relatif, ça va être la chute maximale en partant du capital de départ, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 dans notre cas. Le drawdown maximum absolu, c'est la chute max entre le sommet historique et le plus bas historique. C'est vraiment, je vais acheter au plus haut et je vais revendre au plus bas. C'est la pire situation possible et c'est ce drawdown qui va être généralement le plus intéressant, surtout quand on fait de la gestion de fonds. En fait, c'est comme si vous aviez acheté, je sais pas, un bitcoin à 100 000 et que vous l'avez revendu à 70 000. Okay, c'est vraiment la plus grande variation entre le sommet et le creux. Donc là, ce que je remarque, c'est que dans les deux cas, je diminue, et honnêtement, surtout le drawdown max absolu qui va vraiment m'intéresser, je le diminue de presque 2, c'est énorme. Ici, j'étais à 9,15, je passe à 5,65, juste en retirant 10h30 et 10h35. Même chose pour le drawdown max relatif qui est intéressant, mais un peu moins étudié que le drawdown max absolu. Là, je viens gratter aussi 2%.
Okay, donc dans les deux cas, c'est que du bénéfique. Je fais moins de trades, je prends plus de profit, je gagne en win rate et en plus, je viens diminuer par presque 2 mon drawdown maximum. Honnêtement, c'est jackpot encore une fois. Donc 10h30, 10h35, c'est ciao. Autre élément d'optimisation qui m'a intéressé, c'est de savoir si ça valait le coup de rajouter un break-even, notamment si le trade atteint 1%. Comme vous le savez, la stratégie offre un risk-reward qui est fixe avec 1 pour 2. Eh bien, l'idée, c'est lorsque le trade a atteint du 1 pour 1, est-ce que c'est bénéfique pour nous de venir mettre à break-even? Les résultats sont honnêtement pas du tout concluants. Ce que je remarque, c'est qu'on a perdu 23%. Alors, il faut savoir que là, je suis reparti du coup. On fait étape par étape. Donc, j'ai commencé par définir une heure que j'ai retirée. Maintenant, le reste des résultats que je vais te présenter, eh bien, c'est en retirant 10h30, 10h35. Donc, ce que je remarque directement, c'est que je perds 23%. C'est énorme, c'est vraiment pas négligeable. Alors, on gagne un petit peu de win rate, mais c'est simple. C'est juste qu'en fait, le win rate ici, si je dois être franc, c'est juste TP plus BE. Donc forcément que c'est logique qu'on gagne un peu de win rate. Et honnêtement, on n'en gagne pas tant que ça. Mais moi, vraiment, c'est clairement hors de question. Je ne mettrai pas de break-even. Je ne veux pas perdre 23% pour gagner seulement 14% de win rate. C'est vraiment inenvisageable. Donc le break-even avec cette stratégie n'existe pas. Je ne mettrai pas de break-even sur mes trades. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, on a fait le tour au niveau des optimisations, donc vous voyez au final, c'est beaucoup de travail pour seulement retirer 10h30 et 10h35, mais quand je vois la différence de résultats, ça vaut vraiment le coup. Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller voir les résultats cumulés. Parce que là, jusqu'à présent, tout ce que je te montre, c'est des résultats qui sont basés sur 1% fixe du capital. Donc si par exemple, on a 100 000 euros de capital et qu'on vient risquer seulement 1%, c'est-à-dire 100 000 fois 0,01, on prend à chaque fois 1000 euros de risque, ce qui nous permet d'obtenir 54%, soit 54 000 euros de profit. Maintenant, l'idée, c'est de venir jouer avec les intérêts composés qui sont vraiment très puissants lorsqu'on les utilise comme il faut. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais l'idée des intérêts cumulés, c'est de jouer sur les séries de pertes en venant diminuer cette perte, puisqu'à chaque fois que notre capital diminue, bien notre risque va diminuer en conséquence, et venir au contraire capitaliser sur les phases de TP, puisque quand on fait un TP, le capital augmente, ce qui fait que le prochain TP fera encore plus gagner de profit. Très, très brièvement. Et donc, ce que j'en conclus, avec un capital à 100 000 euros intérêt cumulé, on est à 75,69%. Donc, par rapport à un risque fixe qui nous fait gagner 54%, on a gagné 22%, 21,5%. Okay, on est passé de 54 à 75. Donc on a gagné 21% juste en prenant un capital, en prenant un risque cumulé sur le capital actuel. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable sur un fonds propre? Totalement, et il faut capitaliser au maximum dessus. Maintenant, c'est vrai que sur une propre firme, le problème, c'est pas vraiment un problème, et je vous le souhaite à tous, mais c'est que quand on vient faire un payout, et bien du coup, on va réduire le capital. Donc finalement, les intérêts cumulés sont assez puissants, mais ça veut dire que, à contrario et à côté, du coup, il faut se priver un peu de faire un retrait, ce qui en propre firme n'est pas envisageable. Je sais bien que dès qu'on peut, on fait un payout, et c'est totalement normal, il faut le demander. Mais surtout si tu es en fonds propres, c'est vraiment puissant les intérêts composés, parce que si on garde ce même type de résultat sur les mois à venir, l'intérêt va continuer d'augmenter, tout en fait, quand ton capital augmente, tes résultats vont augmenter. Quand ton capital diminue, tes pertes vont diminuer. C'est vraiment quelque chose de super puissant. Les intérêts cumulés, les intérêts composés, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Moi, je conseille de le faire, surtout si tu es en fonds propres. Et si tu es en propre firme, tu peux le faire aussi, mais garde à l'esprit qu'à chaque payout, du coup, tu vas repartir sur un risque qui sera un petit peu plus faible. Voilà qui conclut cette vidéo backtest de la stratégie sur l'année 2025. J'espère vraiment que tu as pu apprendre
vraiment comment moi je m'y prends pour venir optimiser certains paramètres dans mes stratégies. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre une très bonne stratégie et juste une stratégie qui est plus ou moins bonne. Sache que j'ai enregistré l'intégralité du backtest de l'année 2025, du 1er janvier, du premier trade de l'année jusqu'à du coup le 19 septembre. Donc si jamais tu veux avoir accès à cet enregistrement complet du backtest, alors il fait à peu près 1h30, je vais le mettre en non répertorié sur ma chaîne YouTube. Je te laisse commenter backtest 2025 sous les commentaires de cette vidéo et je t'enverrai directement le lien non répertorié par message privé.